Alors moi je vais vous parler aussi d'une artiste assez singulière qui s'appelle Fabienne Verdier. Alors, on ne peut pas dire que ce soit une féministe militante parce qu'elle est vraiment très, très individuelle dans son parcours, mais en tout cas c'est une femme qui a une force de caractère vraiment exceptionnelle. Très jeune, aux alentours de la vingtaine, elle est partie en Chine en 1982 pour y découvrir la calligraphie auprès de vieux lettrés chinois. Et cet apprentissage déjà a duré 10 ans. 10 ans? Oui, parce que la calligraphie dans les arts chinois, c'est tout de même, c'est presque une méditation. Et il faut vraiment que le qi, enfin, l'énergie, descende dans le bras, dans le doigt, dans le poignet, dans le pinceau, et que le trait qui va en résulter soit vraiment l'expression de cette énergie du qi. Donc c'est voilà, comme c'est un enseignement autant pratique que spirituel. Alors c'était pas une mince affaire à l'époque parce que c'est sous le régime communiste. Elle était d'ailleurs hébergée, très isolée des étudiants dans l'école de beaux-arts dans laquelle elle était. Et c'était pas une mince affaire de se faire enseigner par des vieux lettrés qui eux-mêmes avaient été mis de côté et qui n'avaient plus le droit d'enseigner la calligraphie. Donc déjà voilà, ça a pris du temps. C'était aussi une démarche de femme, alors que l'enseignement de la calligraphie est complètement réservé aux hommes. Les écoles de calligraphie dans la Chine, sous les nombreuses dynasties, c'était uniquement des écoles d'hommes. Oui, oui. On se disait ça pour même d'autres calligraphies, d'ailleurs. C'est un milieu masculin. Milieu masculin, voilà. Et donc, c'est sûr que si elle avait été un homme, on aurait sûrement parlé d'elle plus tôt. Mais enfin, elle n'a pas fait que cet apprentissage en Chine. D'ailleurs, elle avait commencé et ça ne lui convenait pas du tout. Et très jeune, elle s'était un peu révoltée contre l'enseignement académique et donc ce qu'elle avait commencé d'apprendre aux Beaux-Arts et auprès de son père qui s'adonnait aussi à la peinture. Et donc une fois rentrée en France, elle a développé son approche tout à fait originale, tout à fait singulière, qui prend sa source dans ce soin de la calligraphie et cette écoute de la nature. Et après être partie de tout petits formats, de signes, d'idéogrammes qu'elle reproduisait, pas pour leur esthétique, mais bien pour le sens aussi qui véhicule. Elle est passée petit à petit à d'énormes formats absolument gigantesques. Et du coup, elle aussi, je me disais, c'est un des points communs dans ces 4 personnes dont on va lire des textes. Toutes, finalement, ont travaillé avec leurs mains et leur tête. Et donc, elle en est venue ayant de tels problèmes, parce que la calligraphie, ça veut dire aussi qu'on ne peint pas du tout sur chevalet, mais qu'on peint verticalement, qu'on tient le pinceau verticalement. Et donc, comme elle voulait faire ça sur de très grands formats, elle n'avait pas du tout les outils correspondants. Donc, elle a bricolé pendant des années. C'est quand même quelqu'un qui maintenant a 40 ans de pratique derrière elle et qui maintenant est quand même très reconnue et demandée. Enfin, on lui fait des commandes justement pour de très grands formats dans des musées ou dans des lieux
particulier. En fait, ce que recherchent les gens qui apprécient ce type de peinture, c'est cette beauté du geste qu'elle a. Elle a été aidée quand même techniquement, parce que quand on voit qu'elle est debout, que sur le sol il y a des longs supports qui sont de différentes matières, et qu'elle a besoin de prendre un seau qui est suspendu avec le bas, avec les queues des chevaux qu'elle choisit, alors que ce soit du féminin ou du masculin, je ne sais plus. Mais ça a une importance, la façon dont la matière dans le seau est supportée par ces immenses pinceaux, entre guillemets. Et là qu'elle arrive, alors que c'est difficile déjà à voir quand on a un petit pinceau à main, à savoir où on va, ce qu'on va faire. Et là, le percevoir du ciel, du plafond, et arriver comme ça avec son corps, parce que son corps travaille tout le corps là-dedans, hein, il n'y a pas que son esprit, il y a aussi le corps, parce que c'est impressionnant, quoi. C'est très lourd, très gros. Et elle arrive à nous faire des sentiers comme ça, où on a envie de se balader, parce qu'elle nous ouvre à une œuvre qu'on ne connaissait pas. On connaissait bien les calligraphies au pinceau fin, là, au pinceau chinois, enfin. Mais là, quand elle met tous ces poils ensemble, on se demande vraiment où elle est allée chercher ça. Mais c'est vrai qu'elle voit sa peinture de hauteur. Oui, alors que quand on le voit de face, c'est pas pareil. Mais là, de hauteur, c'est différent. Il y a tout un travail préparatoire et de méditation, d'introspection, et elle essaie de représenter le vivant, c'est ce qu'elle dit, et l'énergie, et ce qui se passe entre le ciel et la terre. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de passionnant, hein. Moi, je dois dire que c'est une... Elle a écrit aussi. Oui, elle-même. Alors, elle a écrit son aventure en Chine, c'est Passagère du silence. Et puis, elle a participé aussi à de nombreux livres. Ce sont souvent des livres qu'elle écrit avec d'autres. Et vraiment, elle fait plein de choses. Et maintenant, même sans pinceau, elle fait des sortes de douilles, comme des douilles à pâtisserie, mais énormes, qui balancent la matière d'un coup. Enfin, c'est complexe, hein, mais... Moi, quand elle va voir des paysages aussi, je vois la façon dont elle synthétise un paysage. Et je trouve que c'est très très bien. Le bourgeon, hein, le bourgeon, j'ai adoré ça. Et quand elle va sur un bateau, qu'elle est au bord de la mer et qu'elle voit les falaises et les trucs, en 3 traits, elle représente l'endroit, quoi. Et il y a vraiment une puissance là, effectivement. Mais elle jette beaucoup aussi, hein, ça elle dit dans les interviews où elle brûle. Et elle dit que dès qu'elle a commencé son tracé, elle le sait en fait, si elle va aboutir à ce qu'elle a en tête ou pas. Et donc, parce que dans un petit film, on l'entend qui dit on y va, parce qu'elle n'est pas seule en fait, quand il y a vraiment tout ce déploiement de gens autour d'elle et de matériel. On y va, et on suppose qu'il se passe des choses. Et puis à la fin, elle dit on jette. Je vais lire un extrait d'un livre d'entretien que Charles Juliette a eu avec Fabienne Verviers. Et donc, c'est elle qui parle là. Pour la peinture, ma nécessaire conviction, c'est cet abandon pour laisser advenir, retrouver ce cœur pur, naturel, celui de l'enfant, abattre les frontières entre soi et le vivant de toute chose. Et alors un dialogue incessant s'engage, extérieur, intérieur, un cycle naturel de revitalisation, d'auto-régénérescence incroyable. Mais un peu plus loin, elle dit « Mais je suis bien misérable souvent, comme tout être en quête d'absolu. Parfois aussi la compréhension limpide de la réalité me quitte. Je parcours alors une étendue aride. C'est le temps de l'épuisement, de l'abattement, sans doute un passage à vide, sorte de dépression, une fatigue profonde où je n'ai plus de substance à donner. Après avoir peint de très grandes toiles, je gis au sol, en hypotension vertigineuse, 7-3, 7-6, à côté du pinceau.
Là, je sens que je dois mettre mon corps en jachère. Mon champ intérieur ne peut plus produire de plantes nutritives. La source est effectivement tarie. Alors commence une période d'abstinence, la constance de l'impermanence. Alors je sacralise l'attente du retour d'une ferveur à peindre, où l'impossible est balayé d'un coup de pinceau par une vacuité retrouvée. Puis un matin, quelle douce allégresse quand le nuage se dissipe et que la main retrouve la foi. Il me semble que le doute est nécessaire, c'est dans ma nature.